Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des règles de calcul des limites et on va parler plus principalement du quotient de deux fonctions f de x et g de x. Ça va aussi parler des limites des fonctions rationnelles, que ce soit vers un réel, ce sera vers un réel dans ce cas-ci, et il y aura une autre vidéo qui parlera des limites en l'infini des fonctions rationnelles. Alors, quand on est à la page 74 et qu'on regarde la propriété 12, on a un tableau qui nous présente les différents cas de figure. Ce qu'il faut retenir de ce tableau et des différents cas de figure, c'est que la limite pour x qui tend vers alpha, et comme dans les deux autres vidéos, alpha est soit plus l'infini, soit moins l'infini, soit un réel, donc ça peut être n'importe quoi. La limite pour x qui tend vers alpha de f de x divisé par g de x, c'est en fait égal à la limite pour x qui tend vers alpha de f de x divisé par la limite pour x qui tend vers alpha de g de x. Voilà. Et en fait, tous les cas de figure se rapportent à cette formule générale, et donc on va étudier les cas de figure l'un après l'autre. La première limite qu'on va regarder, c'est si la limite pour x qui tend vers alpha de f de x est égale à un certain nombre. Si ça c'est égal à m, qui est un réel, et ça ici c'est alpha, la limite pour x qui tend vers alpha de g de x est égale à p. P aussi est un réel. Donc les deux limites nous donnent un réel, et le réel P ici, il est même, on va dire, différent de 0, parce que si c'est égal à 0, ça, c'est un autre cas. Donc on a M qui peut être n'importe quoi, qui peut même être égal à 0, et on a P qui est différent de 0, mais qui est un réel. Dans ce cas-là, notre formule ici en haut nous apprend que la limite pour x qui tend vers alpha de f de x sur g de x, ce sera égal à les limites pour x qui tend vers alpha de f de x, c'est égal à m, divisé par la limite pour x qui tend vers alpha de g de x, donc p. Et comme p est différent de 0, ce chiffre-ci, il appartient au réel. Et voilà. Donc si on a deux limites réelles, la limite de leur quotient, ce sera un nombre réel. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire attention? Il va falloir faire attention aux signes. Et ça, c'est vrai en fait pour tous les cas, donc je vais le marquer ici. Attention aux signes. Donc, il ne faut pas oublier que du positif sur du positif, ça nous donne quelque chose de positif. Du négatif divisé par du négatif, ça nous donne quelque chose de positif. Du positif sur du négatif, ce sera négatif. Et du négatif sur du positif, ce serait négatif. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument retenir, et qu'on va utiliser dans ce chapitre. Alors on va faire un petit exemple. L'exemple 1 sur ce cas de figure-là. Et alors cet exemple correspond à la page 75, à la limite en un nombre réel d'une fonction rationnelle, le point 1, quand on tombe sur un nombre réel. On nous dit qu'on veut calculer la limite pour x qui tend vers 3 de 5x carré plus 2x moins 1 divisé par 2x carré moins 3x plus 1. La limite pour x qui tend vers 3 de tout ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer cette limite? En fait, d'abord, il faut s'assurer que ce n'est pas juste un simple point et qu'on ne tombe pas sur justement un réel. Et comment on fait ça? On remplace. On continue notre calcul, on fait 5 fois et on remplace x par 3. Justement, on regarde si on ne tombe pas sur quelque chose qui est improbable. Soit 5. Donc, j'ai la limite d'un ratio, d'une fraction, un quotient, qui est égal à un nombre réel.
C'est le cas qu'on a vu ici. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On tend vers un réel, on obtient un nombre réel. En fait, il ne se passe rien d'intéressant à cet endroit-là. On va passer tout de suite au deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est si la limite pour x qui tend vers alpha de f de x est égale encore et toujours à m, qui est un réel, tandis que la limite pour x qui tend vers alpha de g de x, c'est plus un réel, mais c'est, disons, plus l'infini. Si on veut calculer la limite de l'un sur l'autre, f de x sur g de x, on va faire la limite de l'un, donc m, divisé par la limite de l'autre, donc sur plus l'infini. Et là, on va trouver quoi? Donc, si on divise un réel par une infinité, on obtient 0. Et alors, il va falloir regarder le signe. Il va falloir regarder le signe. Si on a ici un réel qui est positif, comme ici en dessous c'est positif, plus sur plus, on obtiendra plus. Si mon réel ici, il avait été négatif, ici on a plus, moins sur plus, on aurait eu 0 moins. Et c'est pareil, hein, si ici ça avait été négatif, on aurait eu 2 cas. Si ici on avait eu moins l'infini, hein, ça aurait été moins l'infini, et de nouveau le signe aurait changé. Hein. Ça aurait été l'inverse. Donc il faut toujours faire attention au signe, parce qu'on a du positif sur du positif, ou du négatif sur du positif, etc. Et bien déterminer le cas dans lequel on est. Mais ce qu'on apprend ici, c'est que si on divise un réel par l'infini, on obtient 0. Et il faudra regarder, est-ce qu'on est un petit peu plus grand que 0 ou un petit peu plus petit que 0. Pour ça, il faudra connaître le signe du numérateur et du dénominateur. On va faire un exercice qui montrera ce cas-là plus tard. En fait, ici, on a une limite qui tend vers un réel et on obtient un réel. Donc, en fait, il ne se passe pas forcément quelque chose d'incroyable à ce niveau-là. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe si la limite pour x qui tend vers alpha de f de x est égale à un réel, mais ce coup-ci, on met un réel qui est différent de 0. Et que de l'autre côté, la limite pour x qui tend vers alpha g de x, ce sera égal, lui, à 0. On obtient la limite de l'un sur l'autre de f de x sur g de x, qui est égal à m sur 0. Donc on a un réel qui est divisé par 0. Qu'est-ce qu'on obtient quand on divise par 0? Je vous avais un peu annoncé la couleur. On obtient l'infini. Un réel divisé par 0, ça fera toujours l'infini. Et pour déterminer le signe de l'infini, si c'est plus l'infini ou moins l'infini, il faut qu'on détermine le signe de notre m, et il faut qu'on détermine le signe de notre 0. Donc il faut savoir si c'est m est positif ou négatif. Il faut savoir si c'est 0 plus ou 0 moins, pour déterminer si c'est plus ou moins l'infini. Je vais montrer un exemple sur ce cas-là. Alors, l'exemple est tiré du cours. C'est à la page 75, le point 2, quand quelque chose est divisé par 0. On veut calculer la limite pour x qui tend vers moins 3 de 2x moins 5 divisé par x plus 3. Alors, ça, on le sait, la limite d'un quotient, c'est le quotient des limites. Donc, ce sera égal à la limite pour x qui tend vers moins 3, je vais mettre des parenthèses, de 2x moins 5 divisé par la limite pour x qui tend vers moins 3 de x plus 3. Et là, je peux remplacer, hein, je calcule ça et je trouve. La limite pour x qui tend vers moins 3 de 2x moins 5, ça fera 2 fois moins 3, le tout moins 5.
divisé par, là, pareil, je remplace moins 3 plus 3. Donc ça nous fait moins 6, moins 5, moins 11, divisé par moins 3 plus 3, 0. Et là, on est justement dans ce cas dont on discutait. On a moins 11, donc un réel au-dessus, et on a 0 en dessous. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On doit, donc si je lis la méthode à la page 75, elle nous dit il faut étudier le signe du dénominateur pour des valeurs proches de A. Et ensuite, calculer les limites de la fonction à gauche et à droite de A en tenant compte du tableau de signes et du signe du numérateur. En fait, ce qu'on va faire, quand on a ce genre de cas, c'est un tableau de signes. On va faire un tableau de signes. Je vais regarder les différentes valeurs que prend x et les valeurs qu'on va trouver au numérateur et au dénominateur pour ces différentes valeurs de x. Je regarde des valeurs de x, je regarde les valeurs du numérateur que j'appelle n de x, donc c'est 2x moins 5. Je regarde les valeurs de notre dénominateur que je note d de x, et ça c'est x plus 3, et j'essaie d'en déduire les valeurs de ma fraction, numérateur sur dénominateur, ou plutôt le signe. Je veux savoir ce qui se passe en moins 3, quand x tend vers moins 3. J'écris moins 3 dans mon tableau. Ici, j'avais calculé au numérateur, ici je tombais sur moins 11. Le numérateur vaut moins 11. Hein. Si je refais le calcul, je tombe sur moins 11. D de x, il valait 0. Et donc, mon problème, quand j'ai un dénominateur qui est égal à 0, ma fonction n'existe pas en ce point. Elle n'existe pas. Et c'est pour ça que je calcule les limites à gauche et à droite de ma fonction. Alors, quel est le signe de mon numérateur aux alentours de moins 11? Pour le savoir, je vais utiliser des chiffres qui sont proches. Par exemple, ici, je vais prendre moins 4. Moins 4, c'est un petit peu en dessous de moins 3. Et si je calcule 2 fois moins 4, ça fait moins 8, moins 5. Moins 8, moins 5, ça fait moins 13. C'est quelque chose de négatif. Ici, on est négatif. Ici, si je prends quelque chose d'un peu plus grand que moins 3, je prends par exemple moins 2. 2 fois moins 2, moins 4, moins 5, moins 9. Donc ici, on est négatif aussi. Jusqu'à, on ne sait pas trop où, c'est pas un problème. On regarde juste aux environs de moins 3. Je vais faire pareil pour mon dénominateur. Je remplace par quelque chose d'un peu plus petit que moins 3, par exemple moins 4. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Ici, on sera négatif. Et de l'autre côté, si je remplace par moins 2, par exemple, moins 2 plus 3, ça fait plus 1. Donc ici, on sera positif. Si mon numérateur et mon dénominateur sont négatifs, ma fonction sera positive. Ici. Inversement, si ici on est négatif et qu'ici on est positif, on sera négatif. C'est quand on est proche de moins 3. Donc, si je me rapproche ici, j'ai cette valeur qui sera de plus en plus proche de 0, ce sera de plus en plus proche de 0 moins. Tandis que si je me rapproche par ici, je serai de plus en plus proche de 0 plus. Donc quelque chose de positif. Tandis qu'ici, ce sera quelque chose de négatif. C'est quelque chose de négatif sur 0 moins, ça nous fera l'infini. Et en l'occurrence, moins et moins, plus. Donc ici, on aura tendance à monter vers plus l'infini. Ici, à l'inverse, on a du moins sur 0 plus, donc quelque chose de négatif sur du positif, on aura moins, et comme c'est divisé par 0, moins l'infini. Notre fonction aura tendance à filer vers moins l'infini, quand on se rapproche de moins 3.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la limite à gauche et la limite à droite ne sont pas les mêmes. La limite, quand on tend vers moins 3 en étant plus petit, donc ici, c'est moins 3 moins, de notre fonction 2x moins 5 sur x moins 3, on tombe sur plus l'infini. Plus l'infini. De l'autre côté, la limite pour x qui tend vers moins 3 en étant plus grand, moins 3 plus, hein, c'est de ce côté-ci, moins 3 plus, de 2x moins 5 sur x moins 3, ce sera égal à moins l'infini. On est dans ce cas-ci. Graphiquement, notre fonction, en moins 3, elle va se comporter comme ceci. Ici, elle aura tendance à aller vers l'infini, vers moins l'infini, et ici, elle aura tendance à aller vers plus l'infini. Ça, c'est le comportement de ma fonction quand on est proche de moins 3. Ici, c'est moins 3. Ça, ici, ce truc que j'ai dessiné en rouge, ça ne fait pas partie de la fonction. C'est d'ailleurs pas une fonction. C'est un objet mathématique qu'on a représenté ici et qui s'appelle une asymptote verticale. C'est un trait vertical ici. Il est représenté par un trait vertical. Et on pourrait même donner son équation parce qu'on voit que tous les points ici ont pour abscisse moins 3. Donc, cette asymptote verticale a pour équation x égale moins 3. Voilà. Donc ça, c'est l'information qu'on peut trouver de l'étude des limites. C'est par exemple, il y a à cet endroit-là une asymptote. Alors, on va faire maintenant le dernier cas de figure ensemble. Le dernier cas de figure, c'est quand on a 0 divisé par 0. Et si la limite pour x qui tend vers alpha de f de x est égale à 0. Et la limite pour x qui tend vers alpha de g de x est elle aussi égale à 0. Alors, on aura un problème, vous le sentez peut-être venir. Qui tend vers alpha de f de x divisé par g de x, ce sera égal à 0 divisé par 0. Et ça, par contre, on ne peut pas le calculer comme ça. Ça, c'est un truc, ça ne fait pas plus l'infini, ça ne fait pas 0, ça ne fait pas un réel en particulier. Ça fait quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On appelle ça une forme d'indétermination. Et donc, il va falloir lever ce genre d'indétermination. Il y aura une technique, quand on est dans le cas de 0 divisé par 0, une technique qu'on va toujours appliquer pour lever ce genre d'indétermination. Et la méthode, ce sera ça. C'est ce qui est présenté à la propriété. Non, c'est ce qui est présenté à la page 76. C'est qu'en fait, on va commencer par factoriser. Comme en remplaçant mon x par alpha dans mon truc des fonctions, ici j'obtiens 0 et ici j'obtiens 0, ça veut dire que alpha, c'est la racine de ce qu'il y a au-dessus et la racine de ce qu'il y a en dessous. Et donc je peux factoriser ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous. Donc, en l'occurrence, f de x et g de x. Je peux le factoriser par x moins alpha. Une fois que j'aurai fait ça en haut et en dessous, j'aurai le même terme x moins alpha en haut et en dessous, et je vais pouvoir les simplifier. Et quand j'aurai fait ça, je pourrai recalculer ma limite et voir si je tombe sur un cas qui est plus facile
à travailler. Alors, comme ça, c'est pas très parlant. Et du coup, je vais faire un exemple qui parle de ça. Ce sera le troisième exemple ici. Et c'est pour faire le lien avec l'exemple qu'il y a à la page 76, justement. On veut calculer, c'est l'exemple 3. On veut calculer la limite pour x qui tend vers moins 3 de x carré moins 9 divisé par x plus 3. Je sais, la limite d'un truc sur un autre truc, c'est égal à la limite du premier divisé par la limite du deuxième. Et donc je calcule, je remplace par moins 3. Moins 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 9, 0. Ici, x qui tend vers moins 3, donc je remplace par moins 3. Moins 3 plus 3, 0. J'ai un problème. Je ne sais pas combien ça vaut. C'est une forme d'indétermination. Et je vais devoir lever cette indétermination. Ça tombe bien, je connais la méthode. La première chose à faire, c'est de factoriser. Donc, on va d'abord regarder le numérateur. C'est ce qu'il y a au-dessus, le numérateur. N de x, je l'appelle. Ça correspond au f de x de la théorie. Je l'appelle m de x ici dans l'exercice. C'est égal à x carré moins 9. X carré moins 9, on a quelque chose au carré moins un autre carré. Ça, c'est une formule que je connais. Ça fait x plus 3 fois x moins 3. Et je peux vérifier. Je fais x fois x plus 3 fois x moins 3 fois x moins 9. Donc x carré moins 9. Donc j'ai réussi à factoriser, j'ai réussi à mettre x moins 3, donc x plus 3 en évidence. Deuxième partie, je regarde mon dénominateur, c'est égal à x plus 3. Et si je le factorise, en fait ça fait une fois x plus 3. Et bon, il n'y avait rien à factoriser, c'était déjà comme ça. En fait, ce qu'il fallait faire, c'était faire ressortir le fait que x plus 3 est aussi dans le dénominateur. Et du coup, si je regarde ma deuxième étape, j'ai déjà mon truc, la deuxième étape, c'est simplifier. Donc j'ai n de x sur d de x. En fait, si je le réécris, ce sera x plus 3 fois x moins 3 divisé par 1, une fois x plus 3. Et là, je vois tout de suite que je peux simplifier. Je peux simplifier x plus 3 avec x plus 3. Et il me reste x moins 3 sur 1. Voilà. J'ai une nouvelle expression de ma fonction. Je vais maintenant recalculer la limite. Je fais la limite pour x qui tend vers moins 3, mais ce coup-ci, de ce que j'ai calculé là. Ça, c'est égal, si je remplace x par moins 3, moins 3, ça fait moins 6, divisé par 1. Et donc, on trouve moins 6. Donc, on a une limite vers un réel qui tend vers un réel. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est parti de cette expression de fonction-là. Donc, le domaine de définition de cette fonction, le domaine de f, c'était r moins 3. Et c'est bien pour ça qu'on a calculé ici la limite pour x qui tend vers moins 3. Ça avait un sens. Ici, cette fonction, comme on l'a trouvée comme ça, il faut garder en tête les conditions d'existence de base. Quand on calcule ici la limite, cette limite, elle nous permet de connaître la limite là. Mais cette fonction-ci, ça n'est pas tout à fait la fonction là. C'est une version simplifiée. Mais dans ce cas-ci, comme le point n'appartient pas au domaine, et que cette limite tend vers un réel, on aura mathématiquement ce qu'on appelle un trou.
On a un trou parce que moins 3 n'appartient pas au domaine. Mais ça tend vers moins 6. Voilà, c'est tout pour cette partie-là. On verra la suite, donc la partie qui parle de la dernière forme d'indétermination, dans une prochaine vidéo.